Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver sur Matin Libre Télévision. Vous nous suivez également sur www.matinlibretv.bj. Aujourd'hui encore, nous allons pouvoir décrypter l'actualité. Vous savez que les faits marquants relevant de l'actualité politique au Bénin en rapport avec donc les élections générales de 2026 et déjà les différents états-majors et les partis politiques se préparent justement à ces enjeux important de l'histoire politique de notre pays, le Bénin. La phase d'enregistrement de déclaration de candidature a pris fin le 14 octobre dernier à la Commission électorale nationale autonome. 5 candidatures ont été enregistrées par l'institution en charge de l'organisation des élections. Et donc, quels sont les enjeux, les défis qui ont été relevés justement par la Sénat et les partis politiques ayant pu désigner donc le duo de candidats? Qu'est-ce que nous pouvons attendre véritablement de la mouvance présidentielle qui, justement, s'aligne derrière son duo de candidats, Robert Ouadani et Mariam Chabi Talata? Comment l'Union progressiste, le renouveau, se prépare à ces enjeux importants? Qu'est-ce qui peut advenir après la cérémonie d'investiture ayant eu lieu le 4 octobre dernier à Parakou? Et pour en parler, justement, nous avons invité pour vous donc un élu de la République, un élu de la 9e législature précisément. Il est élu de la 8e circonscription électorale. Il est membre de l'Union progressiste Le Renouveau. Il a nom Abou Torou. Honorable, bonsoir. Bonsoir. Merci pour la disponibilité. C'est à moi de vous remercier. Voilà. Comment trouvez-vous un peu le climat sociopolitique actuel au Bénin? Le climat sociopolitique actuellement au Bénin, c'est un climat sociopolitique naturel, libre. Tout le monde s'acharne de son côté pour faire ce qui est bien pour lui et pour que les élections qui viennent soient une période de fête, de convivialité, de liberté, de démocratie. Donc on ne peut qu'apprécier ça parce que vous voyez que tout se fait dans le calme, dans la discipline. Chacun de son côté fait ce qu'il peut, comment il peut le faire, comment il pense que c'est bien de le faire. Et nous sommes tous acharnés à le faire. Donc on ne peut que remercier ce climat qui est un climat de bonne détente, de liberté, de convivialité. Très bien. Le 4 octobre dernier, je le rappelais dès l'entame de cette émission, vous avez donc investi votre candidat, votre duo de candidats à Parakou, donc au stade Omnisport de Parakou. Robert Ouadani, Mariam Chabi Talata ont été investis véritablement. Avant de parler donc de la phase d'enregistrement de candidature, Oui. déjà, quel est le regard que vous jetez justement sur cette cérémonie d'investiture? Oh, je ne sais pas si vous étiez là à cette cérémonie. C'est une cérémonie fort simple mais merveilleuse, bien organisée, bien structurée, avec un timing bien défini. Le timing bien défini et puis il n'y a pas eu de dérapage, aussi bien dans le mouvement de la population que dans le timing, que dans les discours qui ont été programmés, que dans tout ce qui a été programmé ce jour-là. C'est fort simple, mais c'était très bien, très beau, très joli, très organisé et tout le monde était sorti satisfait. Il n'y a pas eu vraiment de casse, il n'y a rien eu. Et ça prouve vraiment la sécurité était là, tout est bien mis, les petits plats ont été mis dans les grands pour que la cérémonie soit une réussite. Et cela vraiment a été une réussite parfaite. Déjà, en ce qui concerne les discours tenus, votre parti politique, de par le premier responsable de cette formation politique, Oui. justement, il y a eu quand même une adresse qui a été faite. Quels sont pour vous, ou quel est pour vous le message phare tenu par le président, professeur Joseph Diogbenou? Le message phare qui a été tenu par le professeur Diogbenou, c'est le message de la continuité dans les œuvres, les activités de développement dans notre pays. Parce qu'il faut le dire, le président Talon a mis notre pays à un niveau très élevé. Bon, de notre vivant, nous ne pensions pas que cela pouvait arriver comme ça, mais il a mis notre pays dans un niveau très élevé. S'il n'est plus candidat, il faut alors penser
à la continuité de ces travaux, de tout ce qui a été fait par le président Talon. Et c'est dans cette continuité, vous allez voir dans le discours de notre président, il a parlé du regard du Bénin. Il faut regarder le Bénin, il faut regarder son développement. Et quand on regarde le Bénin et son développement, il ne faudra pas regarder sa propre personne, ses propres intérêts pour décider. Donc ça a été vraiment le point le plus culminant, c'est-à-dire l'idée phare du discours du président qui a montré que il faut pouvoir se retenir, il faut pouvoir disons, s'abstenir à manifester ses propres intérêts, ses intérêts individuels, lorsqu'on a en face de nous l'intérêt de la nation, le développement de la nation, la continuité des travaux, la continuité de l'école. Vous voyez, vous avez vu le pourcentage que nous avons fait dans les différents examens. Vous voyez par exemple les infrastructures routières, les infrastructures sanitaires, tout ce qui a été mis pour que cela ne s'arrête pas et qu'on pense que c'est avec le départ du président Talon que tout va s'arrêter. C'est pour cela que notre président a mis cet intérêt-là devant et dans son discours, c'est apparu clairement que c'est vrai que lui aussi il était présidentiable, mais dans son discours, c'est apparu clairement que quand on regarde l'intérêt de notre pays, l'intérêt de la nation, le développement de la nation, il va falloir qu'à un moment donné, qu'on sache arrêter ses propres intérêts et regarder l'État en face, son développement en face. Si vous avez suivi le discours, ça a été vraiment l'élément important de son discours. C'est vrai qu'il y a d'autres... Exactement. Et d'ailleurs, ce sacrifice consenti par donc, le président de votre parti politique a été salué également par le candidat, le porte-étendard de la mouvance présidentielle, Romuald Wadhagne, dans son adresse, dans son discours. Il a quand même salué justement cette bravoure, ce courage et puis cette disponibilité à être au profit donc, de la nation. Comment vous l'avez reçu, vous, en tant que militant donc, et responsable également du parti UPR? J'avoue que cette partie du discours du candidat m'a fait plaisir, énormément plaisir, pour plusieurs raisons. D'accord. La première raison, c'est que le candidat que nous avons choisi, c'est un candidat qui suit l'activité politique. C'est un candidat qui sait regarder les choses, qui suit l'activité politique parce que à l'Union progressiste le Renouveau, notre président, lorsqu'il a pris la tête de ce parti politique, il a fait un travail énorme. Le travail a commencé d'abord par la mise en place des structures de notre parti. Nous avons les cellules dans tous les villages, nous avons les sous-sections dans tous les arrondissements, nous avons des sections dans toutes les communes. On a même des communes politiques, des villes comme par exemple Parakou ont été subdivisées en 4 communes politiques alors que c'est une commune. Donc, on a fait tout ce travail et ça ne s'est pas arrêté là. Quand il a fini le travail, il a sillonné presque toutes les communes pour expliquer c'est quoi le système partisan, où est-ce que nous allons, où est-ce que notre pays, le Bénin, veut aller. Oui. C'est quoi l'objectif de notre pays, là, tout expliqué. Il était important, cette pédagogie-là. Cette pédagogie était très importante parce que nous sortons vous savez, nous sortons vraiment, nous venons de très loin. Et quand on met un parti comme l'Union progressiste, le Renouveau, cette pédagogie-là était très importante pour faire comprendre aux militants que nous sommes en train de quitter progressivement un passé qui n'était pas très joyeux, très luisant, vers la structuration politique. Et cette pédagogie-là a marché. Et bon, a marché, disons, à la base, tout le monde avait l'information, a compris là où nous sommes allés, là où nous voulons aller. Alors, quand il a fait tout cela, alors moi, je ne pouvais pas penser que quelqu'un qui est occupé, très occupé, dans les activités du gouvernement auprès du président Talon, peut avoir ce suivi du président de notre parti. Et c'est pour cela que quand il a mis ça, il a parlé de cela dans son discours, j'ai dit, ah, voilà quand même, ça veut dire que nous ne sommes pas trompés. Voilà un candidat qui suit l'activité politique et qui sait voir les gens dans leur déplacement, dans ce qu'ils sont en train de faire,
à l'intérieur du pays, pour son développement et pour le système partisan. Donc, ça m'a fait énormément plaisir qu'il sorte ça. La deuxième raison, c'est cette reconnaissance-là. Vous savez, nous n'avons pas tous le sens de la reconnaissance. Nous pensons parfois que les choses, quand elles viennent, bon, c'est le sort qu'il a, c'est le sort, voilà. C'est le sort, c'est le bon samaritain qui a fait descendre, bon, je m'en fous. Mais moi, le discours de notre candidat m'a permis de savoir que c'est quelqu'un qui sait que lorsque en face de lui, il y a une quelconque personne qui fait quelque chose qui nécessite et qui mérite qu'on lui reconnaisse, il faut le faire. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc là, j'ai essayé, c'est pour cela que je dis que cette partie du discours de notre candidat m'a fait énormément plaisir parce qu'il suit l'activité politique et parce qu'il sait reconnaître les mérites des uns et des autres. C'est très important quand on veut gouverner un État. Très bien. Vous êtes administrateur des finances. Je sais que le volet jeunesse, c'est un volet qui vous intéresse aussi. Et le candidat s'est adressé à la jeunesse d'une façon aussi particulière. Est-ce que c'est le discours déjà de ce que nous pouvons attendre de la campagne, la jeunesse, la jeunesse? Vous savez, aucun pays ne peut prétendre sa durabilité lorsqu'il ne s'intéresse pas à sa jeunesse. La jeunesse, c'est, bon, comme on le dit, naturellement, c'est le fer de lance de tout pays, de tout développement. Mais il faut savoir l'encadrer. Il faut savoir l'utiliser. Il faut savoir c'est quoi son rôle. Qu'est-ce que cette jeunesse-là peut faire? Parce que nous sommes en Afrique, hein, chez nous on dit c'est au bout de l'ancienne corde qu'il faut tresser la nouvelle corde. Ça veut dire alors que c'est une complémentarité. La jeunesse et comment on appelle, et les anciens. Alors, ce clin d'œil vers la jeunesse, c'est nécessaire, c'est important. Moi, je ne dis même pas ce clin d'œil, c'est parce que lui-même il est jeune. Non. Je crois que tout candidat devrait mettre au centre. Si nous voulons, le développement, c'est quoi? C'est les hommes d'abord. Mais c'est vrai que c'est les idées. Qui peut amener les idées, c'est les hommes. Donc le développement ne peut fondamentalement que se réaliser qu'en mettant l'homme au centre. Si on veut mettre l'homme au centre, ce n'est pas seulement que les anciens, mais les jeunes, parce qu'ils ont beaucoup plus d'énergie, la mobilité est beaucoup plus facile avec eux. C'est avec eux qu'on peut s'asseoir et réfléchir dans le futur. Puisque notre pays est dynamique, il n'est pas statique. Notre pays étant dynamique, c'est avec la jeunesse qu'on peut réaliser ce dynamisme-là. C'est pour ça que dans son discours, quand il a parlé de la jeunesse, de galvaniser de la jeunesse pour dire que lui-même, il est jeune, je crois que c'est important. Pour que la jeunesse sache que ce qui est en train de se faire, et là où nous sommes en train d'aller, la jeunesse, elle a un rôle très important à jouer. Et il faudra alors que dans ce rôle-là, qu'elle prenne d'abord conscience du rôle et qu'elle se conscientise elle-même. Parce qu'une jeunesse non consciente, c'est pire, disons, qu'un troupeau de bœufs qu'on laisse en divagation. Donc il faut l'encadrer, la cadrer et lui dire déjà c'est quoi son rôle dans le futur de notre pays. C'est très important comme discours et pour avoir attiré la jeunesse dans son rôle, dans son futur rôle. Et je crois que le candidat a su bien le dire aussi. Très bien. Pour nous autres, c'était une cérémonie d'investiture de candidats. Mais nous avons entendu ailleurs que c'était le Conseil national de votre partenaire politique, le Bloc républicain. Qu'est-ce qu'il y en est concrètement? Est-ce une cérémonie d'investiture ou c'est le Conseil national du Bloc républicain auquel vous avez participé? Vous savez, le Bloc républicain, eux, ils parlent de Conseil national. C'est-à-dire, c'est l'instance du bureau politique qui s'assoit pour décider. D'accord. Et pour entériner certaines décisions. Et au niveau de l'UPL, au niveau, c'est le bureau politique, c'est le conseil du bureau politique. En réalité, l'investiture ne pouvait pas se faire
en dehors du cadre de gestion de chacune de ces entités politiques-là. Donc, au BE, ils appellent Conseil national, mais à l'UP, c'est la réunion du bureau politique. Donc, c'est le bureau politique qui peut investir. Quand vous regardez nos statuts, dans nos statuts, c'est écrit comme ça. Lorsque vous avez un candidat, il faut le bureau politique l'investit. Et donc, nous sommes allés à cet investissement. Mais le BE, eux, ils ont parlé du Conseil national. En réalité, c'est un jeu de mots, mais ça veut dire exactement la même chose. Eux aussi ne pouvaient pas choisir un candidat sans l'investir. Et pour l'investir, c'est le Conseil national. Donc, c'est dans la terminologie qu'il y a une différence, mais nous disons la même chose, c'est que nos statuts prévoient que lorsque vous avez un candidat, il faut l'investir. Et donc, il n'y aura pas une autre cérémonie organisée par l'UPR, par exemple, ou un autre parti? Non, il n'aura pas ça. Ça n'aurait même pas de sens. Si nous acceptons d'aller ensemble, de choisir un duo ensemble, et chacun fait de son côté, ça n'a aucun sens par rapport à ça. Ça veut dire alors que ce n'est pas ça, c'est une union de façade. Or, c'est une véritable union. Parce que là aussi, il faut le dire, il faut le souligner. On ne peut pas, dans la pagaille, dans le désordre, construire une nation. Non. Si déjà les partis politiques, le système partisan veut que ce soit les partis politiques qui jouent un rôle très important dans la politique et dans les choix politiques de notre pays. Et déjà, si à notre niveau, on ne peut pas se discipliner, on ne peut pas harmoniser nos points de vue, on ne peut pas s'accorder sur nos points de vue, où est-ce que nous sommes en train d'aller? C'est pour cela qu'il ne peut en aucun cas avoir une autre cérémonie d'investiture de quelque parti que ce soit soutenant le duo. Très bien, voilà, et c'est bien noté, c'est clair maintenant. Mais pourquoi avoir choisi Parakou? Je sais que Parakou, c'est votre localité, puisque vous êtes de Ndali. Parakou, c'est pas loin et tout ça. Mais pourquoi avoir choisi Parakou pour la cérémonie d'investiture de votre candidat? Non, Parakou n'est pas un lieu extraordinaire. Bon, on peut penser que c'est à peu près le centre de notre pays, mais il n'y a pas une idée particulière. Vous savez, dans notre pays, nous sommes en train progressivement de réussir quelque chose d'extraordinaire. C'est quoi? C'est l'unité nationale. D'accord. Parakou n'est pas, le choix de Parakou, ce n'est pas un choix qui reflète quelque chose de particulier, non. On aurait pu choisir Ouida. Parce que quand vous choisissez l'IDA, l'unité culturelle, tous les aspects que... Vous savez, notre pays est en train de devenir un pays de diversité culturelle. Et cette diversité culturelle se rencontre partout. Donc on aurait pu choisir Ouida, où on rencontre la diversité culturelle. Quand vous allez à Ouida, vous avez la culture de chez moi, vous avez la culture de l'Atakora, de l'Ouest, ainsi de suite. Donc le choix de Parakou, c'est un choix que nous avons décidé, c'est pour sortir de la grande agglomération. On aurait pu faire ça à Cotonou, mais nous sommes tous là, c'est pour sortir un peu de la grande agglomération, pour aller à l'intérieur. On aurait pu choisir Saverne, on aurait pu choisir Mananville, mais ça nous permet de sortir et de faire l'investiture pour que cela ne soit pas dans le train-train habituel de Cotonou. C'est pour cela il n'y a pas un symbolisme particulier dans le choix de Parakou. La diversité culturelle, elle se rencontre partout dans notre pays et elle est en train d'être respectée. Et je crois que c'est l'un des éléments sur lesquels nous devons travailler tous pour que on y arrive. Cette diversité culturelle, qu'elle se respecte partout et dans tous les points de notre pays. Très bien. Après le 4 octobre, nous avons quand même constaté que votre candidat a été donc à la Commission électorale nationale autonome accompagné de sa colistière pour faire le dépôt de son dossier de candidature. La phase a pris fin seulement le 14 octobre dernier. Honorable Abou Tourou, quelle appréciation faites-vous justement de cette phase d'enregistrement de déclaration de candidature? Alors là, franchement, ça a été un moment de fête, de grande fête. Bon, je ne sais pas si vous étiez là, si vous avez suivi. Mais j'étais là-bas. C'est un moment de fête, vous avez vu, non? La population
les politiciens, les non-politiciens, les femmes, les jeunes, tout ça, c'est un moment de fête. Et je crois qu'il faut que, dorénavant, qu'il en soit comme ça. Les élections, c'est quand même le moment où moi, en tant que fils de la nation, je me détermine pour aller faire un choix. Et pour faire ce choix, il faut qu'il y ait quelqu'un que je peux choisir, que je dois choisir. Oui. Si ce moment arrive, il ne peut être qu'un moment de fête. Et c'est ça que nous avons manifesté au niveau de l'Union progressiste, le renouveau, au niveau du bloc républicain, le MOEL, la Renaissance nationale. C'est ça que nous avons manifesté pour montrer que nous sommes en train de nous rapprocher du moment où chaque individu va quitter sa maison pour aller choisir. Et choisir utile, choisir le développement, choisir la continuité, choisir comment on appelle la prospérité de notre pays. Très bien. Donc, si c'est comme ça, ce jour-là ne peut être qu'un jour de joie, de gaieté, de fête et d'animation. Voilà. Et puis, au total, 5 déclarations de candidature. On a eu quand même des déclarations de candidature portées par des partis politiques, mais on a eu quand même des candidatures indépendantes aussi. Est-ce que c'est en droite ligne avec la réforme du système partisan, ce que vous avez vu, 5 déclarations de candidature? Bon, déclaration de candidature individuelle, je peux dire que ça contraste un peu le système partisan. Mais au fini, c'est une très bonne chose. Ça dénote de la vivacité de la démocratie dans notre pays. Ça montre la vie, comme on appelle, la gestion démocratique de notre pays. S'ils ont eu cette possibilité, cette liberté d'aller déposer leur candidature, c'est parce qu'ils sont libres de le faire. C'est parce qu'il faut leur permettre de le faire. Et les instances de notre pays ont permis de le faire. Bon, maintenant, la Sénat va faire son rôle, son travail d'analyse, d'examen, d'analyse des dossiers et voir quels sont les dossiers qui sont à retenir et quels sont les dossiers qui sont à rejeter. Alors, si on arrive aussi à cette phase-là, vous allez voir que tout va se passer naturellement, puisque chacun de nous connaît la loi. Et c'est en fonction de la loi que tout se fait. Donc, lorsque vous allez en travers d'une loi et que cette loi vous frappe, je crois que naturellement, vous n'avez pas à vous plaindre. Mais lorsque c'est quand vous êtes dans la loi, dans le respect de la loi, et qu'il y a quelque chose, et là même aussi, il y a les voies de recours. C'est très... je crois que dans notre pays est en train de grandir au niveau du système politique et au niveau des institutions, en nous donnant ces voies de recours au cas où vous vous sentez lésé dans quelque activité que ce soit. Très bien. Puisque vous parlez d'institutions, ça c'est une très bonne transition. Honorable Abou Tourou, les institutions en charge donc de l'organisation de ces élections, notamment donc la présidentielle, les législatives. Déjà, jusque-là, comment voyez-vous un peu ce qu'ils font, les actions qu'ils mènent, qu'elles mènent actuellement? Les institutions sont encadrées par la loi. Très bien. La loi a tout défini. La loi électorale a tout défini. Ce que la Sénat doit faire, la loi électorale l'a défini. Et la Sénat sait ce qu'elle doit faire. Et les autres acteurs savent ce qu'ils doivent faire. La Cour constitutionnelle sait ce qu'elle doit faire dans cette période-là. Donc tout le monde sait ce qu'il doit faire. Et en principe, il n'aurait pas de problème si chacun de son côté respecte la loi. Et c'est ça qui est en train de se faire. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez suivi un peu comment la Sénat fonctionne. Les listes, l'envoi des listes, la période de transfert des bureaux de vote, tout ça. Le timing là est dans la loi électorale. Et la Sénat est en train de respecter scrupuleusement ce timing là. Et quand c'est comme ça, il n'y aura pas de dérapage. C'est quand quelque part il y a fausse note qu'on arrive à des échauffourées parfois inutiles. Mais notre pays est très respectueux de ces lois ces dernières années et tout se fait dans le timing, dans le calcul et dans tout ce qui est prévu par la loi. Et non
hors de ce qui est prévu par la loi. Donc, nos institutions, je peux vous dire que nos institutions, à ce niveau-là, travaillent merveilleusement en respect même des lois que nous-mêmes, nous sommes donnés. Très bien. Vous êtes législateur. Vous savez que depuis bien d'années, il y a quand même une frange de la population qui est réticente vis-à-vis de certaines institutions, surtout en période électorale, qui pense que ces institutions sont aux ordres de l'exécutif, notamment. Voilà. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Bon, non, c'est leur droit. Vous savez, nous ne pouvons pas tous voir les choses de la même manière. C'est aussi ça la démocratie. Hein. La démocratie, vous savez, si on veut définir en français facile, comme le disent les autres, oui, la démocratie, c'est un pays démocratique, c'est un pays où j'ai la possibilité de dire que nous ne sommes pas en démocratie. Vous voyez le contraste? La démocratie, c'est dans un pays démocratique, c'est un pays dans lequel j'ai la possibilité de dire que nous ne sommes pas en démocratie. La tyrannie est un pays tyrannique, c'est un pays dans lequel j'ai l'obligation de dire que nous sommes en démocratie. Vous voyez? Donc, cette réaction-là, c'est une réaction normale des pays démocratiques. Une institution la preuve, pour voter une loi, dans le vote de la loi, il arrive que vous ne votez pas la loi à l'unanimité. Ça veut dire que lorsque il y a des personnes qui pensent que non, ce n'est pas comme ça qu'il fallait faire. Mais comme la démocratie, c'est la loi de la majorité, lorsque la majorité vote cette loi-là passe. Donc, si dans la société, il y a des gens qui disent que bon, c'est telle institution ou bien telle autre est aux ordres, est au pas, est au calcul, bon, mais c'est leur droit le plus absolu. C'est de voir de façon générale, est-ce que c'est comme ça? Et si on n'avait pas ces institutions, et si on n'avait pas cette organisation, est-ce que ce ne serait pas pire que ce qu'ils n'apprécient pas aujourd'hui? Donc c'est comme ça il faut voir les choses. Mais le dire, c'est normal. Très bien. C'est la diversité sociale, la diversité politique, la diversité culturelle. Nous ne pouvons pas, dans un pays, regarder les choses de la même manière. C'est impossible. Parfait. Votre candidat, après avoir quand même rempli le duo candidat, j'allais dire, après avoir rempli donc les formalités requises, ne s'est pas adressé quand même à la presse. Ce sont plutôt les partis politiques. C'est un choix que vous avez fait? L'investiture que vous avez vue là, oui, ça s'est préparé minutieusement. Rien n'est fait au hasard là. Tout ce que vous avez vu au cours de l'investiture là, il n'y a pas de hasard dedans. Ce n'est pas au pifomètre. Non. Ça s'est préparé minutieusement. Tout comportement, tout ce que le candidat a fait, ça s'est préparé et ça a été décidé comme ça. Dans ça, voilà ce qui va. Dans ceci, voici ce qu'il fait. Ici, voilà. Minutieusement. Je le dis, je peux vous le confirmer. Je fais partie du comité d'organisation de cette investiture. Je sais comment nous avons travaillé. Et je sais ce que nous avons dit à chacun des acteurs pour que cela se passe comme on le veut. Et ça s'est passé comme on le veut. Il n'y a même pas eu de raté, il n'y a même pas eu un petit dérapage par rapport à ça. Donc, je peux vous confirmer que si le candidat ne s'est pas adressé à la presse, c'est comme ça que ça a été décidé. Si c'est les partis politiques qui se sont adressés à la presse, c'est comme ça que ça a été décidé. Et il ne pouvait pas en être autrement, parce que c'est les partis politiques qui animent la vie politique dans notre pays. D'accord. Donc c'est comme ça on peut comprendre justement voilà, que le candidat, notamment le porte-étendard, ne soit pas donc confié à la presse. Certainement, il y aura d'autres occasions pour écouter votre candidat. Oh là là, ne vous pressez, ne soyez pas pressés. Voilà. Ne soyez pas pressés, on va y arriver. Notre candidat va s'adresser à la presse, même au-delà. Mais chaque chose en son temps, et nous avons fait ce travail de timing, d'utilisation de la parole, de qu'est-ce qu'il faut faire au moment opportun. Rien ne se fera au hasard. Très bien. Nous sommes tous,
nous travaillons en très bonne intelligence pour que qu'on ne constate pas le désordre dans tout ce que nous sommes en train de faire. Surtout à l'Union progressiste, le renouveau, nous sommes très respectueux, nous sommes très respectueux de ce que ensemble nous sommes convenus de faire. Parfait. Il y a tout de même des duos qui ont déposé, mis à part votre candidat, je le rappelais. Il y a également l'opposition qui a désigné au travers donc, du parti Les Démocrates son duo de candidats, Maître Renaud Agbodjo et Jude Bonaventure Lodjou, qui ce duo a déposé également à la Sénat donc, son dossier de candidature. Déjà le processus de désignation et puis le dépôt de candidature. Avec tout ce qui se passe autour jusqu'à présent, comment vous analysez un peu ce fait de l'actualité? C'est bien, c'est un fait de l'actualité qui n'est pas extraordinaire. C'est normal dans l'ordre des choses. Vous savez, on ne peut pas éteindre en un individu sa velléité. Non. Mais lorsqu'il manifeste sa velléité, sa volonté, c'est la chose la plus normale, la mieux indiquée. Bon, donc, dans ces conditions, s'il y a beaucoup de velléité, beaucoup de désir pour la même chose, il va falloir qu'il y ait de petits tiraillements, de petits chuchotements, de petits calculs, de petits... Bon, ça c'est dans l'ordre normal de la société. Hein. Ce n'est pas parce que c'est une élection présidentielle. Hein. Regardez dans la société, même au plus bas niveau, lorsqu'il y a quelque chose et que vous êtes nombreux à penser que vous pouvez l'avoir, il y a de ces petits tiraillements. Mais au final, vous allez voir que tout va se calmer. Et c'est ça la société, c'est ça même la vie sociétale. Hein. Ouais. Est-ce que vous savez que lorsque vous avez un groupe, je dis n'importe quel groupe, vous avez un groupe, dans ce groupe que vous avez créé vous-même, s'il n'y a pas de disputes dans le groupe est appelé à disparaître. Mais s'il y a des disputes dans le groupe, au point même de penser aller aux empoignes, c'est que le groupe là va prendre de la hauteur. Parce que désormais, lorsque vous allez parler, vous allez considérer les autres pour parler. Et de la même manière. Donc le groupe va prendre de la hauteur. Mais si vous avez un groupe où, bon, tous vous êtes des bénis, oui, le groupe là va disparaître. Donc il faut parfois prendre les choses comme ça. C'est dans la grandeur de notre pays que certaines discussions, certains débats, en ce moment, on peut penser que c'est du désordre, mais ça va amener l'ensemble à prendre de la hauteur. Très bien. Ouais. Voilà. Puisque vous êtes législateur, vous êtes élu de la 9e législature, il se pose aujourd'hui une question de quelle est la suprématie en termes de parrainage, parce que c'est une pièce maîtresse. Vous savez, l'élu, est-ce que c'est le parti politique qui a la prééminence sur le parrainage ou c'est l'élu? Ça s'est déjà passé quand même dans votre parti politique aussi. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de cette question de parrainage où un député du même parti refuse de pouvoir le remettre et tout cela, ça s'est porté devant le tribunal de première instance de Cotonou et tout ça. Vous avez suivi tout de même cette actualité? J'ai suivi l'actualité. Le parrainage est à la fois collectif et individuel. D'accord. Collectif parce que vous appartenez à un ensemble, à un parti politique. Mais avant d'appartenir à ce parti politique, vous êtes d'abord vous-même. Donc le parrainage, c'est à la fois collectif et individuel. Si vous entendez de faire quelque chose, vous le faites ensemble, mais ça n'empêche pas que quelqu'un dise, par exemple, bon, dans ce que moi, je ne suis plus partant, laissez-moi faire autre chose. Donc, c'est comme ça que je peux résumer ça. C'est vrai, il y a, mais parfois dans certaines choses, il y a le collectif qui est prédominant sur l'individu. Mais il y a aussi des moments où l'individu a une prédominance, a une préséance par rapport au collectif. Bon, dans la vie des gens, c'est des choses qui arrivent et
Et aussi, il ne faut pas oublier que nous sommes des êtres de passion. Hein. Et quand la passion vient, parfois on oublie ce qui a été mis ensemble, ce qui a été décidé ensemble. C'est pour cela qu'il y a, comment on appelle, fort heureusement, ces thèses, ces règles, ces méthodologies que nous traçons nous-mêmes pour, lorsque ça va venir comme ça, que nous nous ramenons à nous-mêmes pour dire non, attention, c'est vrai, la passion est en train de prendre le pas, mais il ne faut pas oublier qu'ensemble, nous avons dit ci, nous avons dit ça, nous devons faire comme ça, comme ça, comme ça. Au finish, bon, quand vous suivez l'actualité, ça va se résumer à ça. Collectivement, c'est dit, mais la passion, quand la passion, elle va finir par s'estomper, et puis la raison va prendre le dessus. Très bien. Et la question que certains se posent également, est-ce que quand il y a cet tiraillement, il y a cette mésentente, est-ce que en termes de, quand on parle de parrainage d'une pièce aussi maîtresse et tout cela, est-ce qu'une juridiction ordinaire peut connaître de cette question-là au lieu de la juridiction, par exemple, de la Cour constitutionnelle, puisque l'affaire a été portée devant le tribunal de première instance de Cotonou? Vous savez, dans notre pays, lorsque vous vous sentez lésé, il y a les structures vers lesquelles vous pouvez vous diriger. Dans un premier temps, vous pouvez vous tromper parce que vous ne savez pas exactement à qui s'adresser. Lorsque vous vous trompez, vous allez chez quelqu'un qui peut vous dire non, écoute, je ne suis pas compétent pour parler de votre affaire. Allez dans... Et les tribunaux de première instance, bon, sont censés connaître tout ce qui est affaires civiles et qui n'est pas de la compétence de la Cour constitutionnelle, de la Cour suprême. Bon, peut-être arrivé là-bas, les juges aussi sauront s'ils sont compétents pour se prononcer pour telle action, ou bien tel délit, tel comportement. Ils sauront le dire. Mais vous ne pouvez pas a priori refuser à un citoyen de s'adresser à une juridiction comme le tribunal de première instance. Il peut se tromper, mais c'est mieux qu'il aille là-bas. C'est déjà beaucoup mieux que de vouloir se faire justice. Si déjà la personne sait que il y a des instances où je peux aller, vers lesquelles je peux aller pour poser mon problème, pour avoir gain de cause, c'est très, très important. Mais n'oubliez pas, c'est un législateur. Et donc, le législateur, il sait où aller. Vous le savez. Un député, il sait où aller. Est-ce qu'il peut arriver que le député se trompe de juridiction? Il peut arriver. Le député, en fait, nous votons la loi, mais nous ne sommes pas les manipulateurs de la loi. Ceux qui manipulent la loi sont là. C'est les juges, c'est les juridictions, c'est tous ceux-là. Donc, après avoir voté la loi, ça ne veut pas dire que vous savez vers quelle juridiction la loi forcément doit aller. Vous allez voir qu'il y a des lois qui sont transversales. C'est de la Cour suprême, la Cour constitutionnelle, les juridictions de première instance, les juridictions qu'on appelle d'appel. Bon, il y a tout ça là. Mais ça ne veut pas dire même si c'est un député, c'est déjà bien, pour moi, qu'il se trompe ou pas. C'est déjà bien qu'ils disent que je vais aller pour que quelqu'un règle mon problème au lieu de le régler moi-même. Très bien, voilà. En tout cas, nous attendons ce que va réserver justement ce pan de l'actualité qui se poursuit. En tout cas, le parti Les Démocrates a 72 heures et le compte à rebours a commencé depuis sa finit demain pour pouvoir compléter justement son dossier à la Commission électorale nationale autonome. Comment préparez-vous justement l'après-investiture qui s'amène vers d'abord les communales, municipales et législatives, et puis après, le 12 avril prochain, ce sera le tour de la présidentielle. Comment l'Union progressiste Le Renouveau se prépare à ces échéances? Les élections générales de 2026 sont, pour l'Union progressiste Le Renouveau, ce sont des élections très importantes, très très importantes, mais je dirais. Et si c'est comme ça, vous savez que nous n'allons pas préparer ça à la légère, comme de notre habitude.
À l'Union progressiste, le renouveau, nous ne faisons pas des choses comme on le semble à chacun. Non. Nous avons souvent, nous avons même toujours des décisions du sommet de la haute direction politique qui se prennent et ces décisions sont à exécuter par rapport à l'ensemble des militants et à l'ensemble de ceux-là qui animent ce parti-là. Donc dans ce cadre-là, nous avons, il y a des décisions et dans les décisions, nous avons dit ce qu'il faut faire, comment il faut le faire pour qu'il n'y ait pas de la pagaille, pour qu'il n'y ait pas du désordre. Et nous sommes présentement à la phase de cet accomplissement. Comme quoi, par exemple, il faut faire les listes électorales au niveau des communes. Donc, nous sommes à la constitution de ces listes électorales dans les communes. Et est-ce que vous avez appris quelque part que l'Union progressiste, le renouveau est en train de faire ces listes et puis bon, il y a eu des empoignades, il y a eu de ça. Non, non, non. Nous avons une organisation qui ne nous permet pas d'aller dans ça. Si dans les décisions qui sont rendues par rapport à ça, la décision dit, bon, écoutez, si se fait qu'entre vous, vous ne vous entendez pas, pas de bagarre, pas de mots déplacés, pas de phrases déplacées, venez tous ensemble, nous allons nous asseoir et nous allons analyser et faire le choix qui va nous permettre de gagner. Nous travaillons comme ça. Nous sommes, je peux vous dire que nous tirons vers la fin de la construction de ces listes-là. Et dans chaque commune, lorsque nous allons les finir, ce n'est pas encore fini. Parce que vous avez mis en place des commissions dans les communes pour recevoir. Et ces listes-là, nous sommes en train de les convoyer au niveau de la direction nationale de notre parti. Et pour que les gens puissent s'asseoir et faire un travail pas de sélection, mais un travail d'analyse et de retenue, de propositions qui nous permettront de gagner. Très bien. Oui, parce que, au fait, qu'est-ce que nous recherchons? L'objectif? L'objectif, c'est de gagner. Et de gagner les élections. Si nous arrivons à gagner les élections, c'est notre objectif premier, ça. Et il faut travailler en conséquence. Là, maintenant, comme notre président nous a montré le chemin, si je vais le dire, nous a donné l'exemple de pouvoir se retenir lorsqu'il est question de l'intérêt général. Donc, nous travaillons dans ce sens et je crois que dans plusieurs communes, nous sommes en train d'arriver à ça. Si notre patron, notre président, qui a su se retenir, qui a su regarder l'intérêt, pourquoi pas nous? Je vous rassure qu'au niveau de l'Union progressiste, le renouveau, tout va se passer dans le cadre, dans la discipline et dans la mise en place des listes qui seront des listes gagnantes. Très bien. Voilà. Et donc, en ce qui concerne les communales, municipales, il y a des commissions qui se chargent. Est-ce que c'est la même chose pour les législatives déjà ou bien... Oui, puisque les communales auront lieu le même jour que les législatives. Exactement. Ouais, pour les législatives, c'est la même chose, mais avec... un niveau élevé. Voilà, avec un niveau élevé. Ici, c'est le communal. Les législatives, c'est au niveau des circonscriptions. Les communales, la circonscription électorale, c'est l'arrondissement. Oui. Les législatives, la circonscription électorale, c'est même plusieurs communes. Donc, vous voyez, c'est comme une maison à étage, quoi. Donc, vous ne pouvez pas avoir, quand vous faites les fouilles, quand c'est bien fait, vous n'ayez pas encore au deuxième faire des fouilles, puis vous allez utiliser les mêmes fouilles. Mais c'est comme ça que c'est comme les escaliers. Mais quand vous regardez, le domaine de définition est le même. C'est-à-dire arriver à des listes consensuelles et les listes qui nous permettront de gagner. Très bien. Et donc, l'un des défis, c'est justement de relever ce défi pour qu'il n'y ait pas de frustration après le positionnement sur la liste. Oui. Pour qu'il n'y ait pas de frustration, c'est trop dit. Vous ne pouvez pas faire un tel travail pour sans frustrer. Non, c'est impossible. Je vais vous donner un exemple. D'accord. Quand vous prenez par exemple, je prends chez moi. Oui. Ndali. À Ndali. À Ndali, nous avons 25 conseillers. La population de Ndali, ce n'est pas 25 personnes. Non, pas du tout. C'est des milliers de personnes.
Et c'est dedans que nous allons choisir 25 personnes. Est-ce que vous pensez que les 25 personnes que nous allons choisir là, c'est les 25 seules personnes qui veulent aller au conseil communal? Non. Il y a plusieurs, des centaines, des milliers qui veulent. Lorsque vous faites le choix, c'est certain qu'il y aura des militants, des camarades qui vont se sentir frustrés. Mais il faut savoir leur parler. Il faut vraiment savoir leur parler. Et il faut leur parler non seulement en les rassurant, mais aussi en les respectant. La parole, quand vous respectez votre vis-à-vis, même s'il est frustré, il est en mesure de vous comprendre. Mais si vous prenez les airs d'arrogant, vous poussez des ergots pour lui parler, il vous sera définitivement, comment on appelle, il va aller de travers de ce que vous êtes en train de faire. Et comme nous avons cette discipline-là, il faut ceux-là qui se sentent frustrés, nous savons leur parler. Et pour dire tout simplement que nous tous ne pouvons pas être là-bas. Mais si nous ne sommes pas là-bas, il y a d'autres voies, il y a d'autres choses qui apparaîtront et où certains d'entre nous aussi peuvent s'ingérer. Donc mais le respect de l'autre. Très bien. Franchement, nous avons pris comme base de la Constitution, comme élément fondamental de la Constitution de cette liste-là, le respect de l'autre. Surtout le respect de celui-là qui n'a pas eu la possibilité de rentrer dans la liste. Il faut vraiment le respecter. C'est quand vous le respectez que vous pouvez gagner. Si vous ne le respectez pas, c'est comme s'il n'est rien. Or, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un militant qui soit inutile dans un parti politique. Donc il faut que vous le respectez, il faut que nous nous respectons. C'est notre principe de base et c'est notre méthode du travail. Très bien. Parfait. Et c'est bien compris. Mesdames et messieurs, nous tendons vers la fin donc, de nos échanges avec notre invité. Tout de même, vous avez un nouveau partenaire politique, mis à part le Bloc républicain, qui s'apprête également à vous affronter sur le terrain, notamment présidentiel aussi, le parti Foscori pour un Bénin émergent. Il y a certains qui ne comprennent toujours pas voilà, cette alliance avec ce parti qui est de l'opposition, honorable Abou Torou. Oui, bon, c'est un parti de l'opposition, mais c'est un parti... L'opposition dans un pays, ce n'est pas des gens à part. Hein. Ce n'est pas des gens qui disent que, bon, lorsque nous, on va arriver, on va brûler le pays. Lorsque nous, on va arriver, on va incendier Cotonou. Ils vont dire, lorsque nous allons arriver, nous allons construire le pays. Nous allons construire Cotonou. Donc, ça veut dire que nous avons le même objectif, le développement de notre pays, mais nous n'avons pas la même méthodologie. Est-ce que pour ça, on doit se repousser? Non. Parce qu'aujourd'hui, nous avons notre méthodologie de gérer le pays. Eux, peut-être que ce n'est pas la même méthodologie, ils ne voient pas. De là où nous commençons, peut-être eux, ils vont finir par là. Mais l'objectif, c'est de développer le pays. Donc, dans ça, on peut se donner les mains. On peut se serrer la main. Ce n'est pas une guerre. Nous ne sommes pas deux camps qui se détruisent, enfin deux camps qui se battent pour brûler le pays. C'est pour ça que nous, au niveau de la mouvance présidentielle, nous pensons que lorsque nous avons en face de nous une opposition qui a des idées de construction, mais qui n'est pas d'accord avec certaines de nos pratiques ou bien certaines de nos idées, bon, comme nous pensons qu'on peut cheminer ensemble. C'est comme, par exemple, si vous avez deux équipes de football, ce sont des adversaires, mais c'est dans un même terrain qu'ils jouent le football. Et après, ils se serrent la main. Exactement. C'est comme ça que nous pensons. Et donc, il n'y aura pas de cadeau sur le terrain pour pouvoir aller chercher les suffrages? Ah non, là, il n'y aura pas de cadeau. Même pas avec le BR, votre ami de tout le temps? Non, avec bon, chacun va aller à la conquête du suffrage avec ses moyens, avec ses idées, ses propres moyens,
sa propre méthodologie, sa propre manière de faire. Nous n'allons pas mettre ensemble les choses, non. C'est vrai que nous supportons, après ça, nous mettons ensemble nos regards, nos idées pour travailler ensemble, mais cela ne veut pas dire que nous sommes un et que ce que nous on fait au niveau de l'Union progressiste de renouveau, c'est ça que le BF va faire, c'est ça que Moël va faire, c'est ça que l'Union Renaissance nationale va faire. Non, chacun a ses idées, mais nous allons tous aller conquérir la population et chacun de nous va vanter ses mérites, pourquoi c'est lui, comment, quand il est là, qu'est-ce qu'il va faire. Très bien. Mais vous n'êtes pas les mêmes. Nous ne sommes pas les mêmes. Voilà. En tout cas, on va revenir pour parler un peu de l'offre politique de votre candidat. On reviendra. On aura d'autres occasions certainement avec l'Union progressiste Le Renouveau. Merci. Mais avant de vous laisser partir, honorable Abou Torou, déjà, quel est le bilan que vous faites de la 9e législature? C'est un bilan très positif. Franchement, nous avons fait beaucoup de choses. Nous avons légiféré sur beaucoup de choses, sur des lois qui sont des lois républicaines, qui sont des lois de développement, qui sont des lois sur lesquelles notre pays peut s'appuyer pour aller de l'avant. Mais une loi, c'est une loi. À un moment donné, vous allez vous rendre compte que la loi ne répond plus aux aspirations du peuple. Le législateur va encore revenir, changer peut-être certains articles de la loi, ou bien même voter une autre loi qui va venir abroger la loi antérieure. Mais une loi n'est jamais définitive. Mais par rapport aux législatives, nous avons voté beaucoup de lois. Le travail que nous avons fait, c'est un travail extraordinaire. Et vous le constatez, nous n'avons pas fait... ce n'est pas une législation paresseuse. Non. On a fait vraiment beaucoup de choses. Et quelles sont ces lois, notamment, qui vous ont marqué, vous, personnellement, par exemple? Je peux prendre la loi sur la chefferie traditionnelle. Très bien. Bien qu'elle soit contestée à des endroits donnés, c'est quand même une loi très importante. On n'a pas ça. On n'avait pas ça. Il faut d'abord commencer par quelque chose. C'est que ce quelque chose-là peut ne pas être parfait. Mais vous tenez ça comme base pour améliorer. Cette loi sur la chefferie traditionnelle est une loi très importante. Et il y a une autre loi que nous avons votée, c'est la loi qui vient abroger la loi de 1901. La loi de 1901, c'est une loi foutou. Vous ne pouvez même pas savoir si c'est une association de malfaiteurs ou bien une association de bienfaiteurs. Mais aujourd'hui, la loi que nous avons votée, qui est venue abroger la loi de 1901, c'est une loi très claire qui catégorise les associations, les fondations, tout ça. Là, pour savoir que déjà, lorsque je suis en face d'une fondation, voilà, je suis en face d'un groupe, voici ce qui les concerne. Et vous comprenez que dans ça maintenant, puisque c'est la catégorisation, c'est impossible que des gens se mettent ensemble et qu'ils soient des malfaiteurs. Tout de suite, on doit les détecter et refuser même leur constitution. Voilà encore une loi très importante. Il y a beaucoup de lois comme ça, je ne peux pas les citer. Et je suis sûr que, puisque vous êtes administrateur des finances, il y a quand même cette loi de projection qui vous intéresse, la loi donc portant vision 2060, une loi qui trace la feuille de route. Voilà une loi, par exemple, qui ne permet plus à qui que ce soit dans notre pays venir s'asseoir et faire n'importe quoi. Non. Il y a une orientation qui est déjà là. Et il est balisé par rapport à ça. Et en fonction de ça, il ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Nous avons hérité, est-ce que c'est le mot, mais nous avons été habitués à des recommencements perpétuels. Quelqu'un vient, c'est un recommencement, mais la loi sur la vision de 2060, c'est une loi qui nous empêche ce recommencement perpétuel. Nous avons mis notre pays sur les rails, nous sommes en train d'avancer, et celui qui va arriver, il va prendre le train de là où il est.
pour avancer. Il ne peut plus amener la locomotive en arrière pour dire qu'il est en train de construire. Mais il aurait raison de le faire s'il n'y avait pas une telle loi. Voilà une loi très importante parmi tant d'autres que la 9e législature a voté et qui va dans le sens du développement de notre pays. Je crois que également cette législature, vous avez pensé énormément aux femmes et aux filles. Vous venez quand même d'une localité où véritablement il y a des pesanteurs sociologiques qui perdurent, un certain nombre de choses, mais la force est également donnée au pouvoir public pour pouvoir quand même justement réprimer toute action visant à quand même dégrader la femme ou la fille aujourd'hui. C'est compris dans les contrées les plus lointaines de notre pays, par exemple? C'est même c'était un besoin, une nécessité. On ne savait pas quoi faire. Donc cette loi est la bienvenue. Aujourd'hui, comme je vous le dis, hein, je le disais tantôt, la diversité culturelle a fait que... Et puis vous, en tant que journaliste, communicateur, vous qui par votre travail, on sait aujourd'hui ce qui se passe chez nous et ce qui se passe chez les autres. Cette émulation-là ne laisse personne indifférent. Donc le besoin aujourd'hui se fait sentir partout. Donc quand une telle loi apparaît, elle ne peut être que salutaire. La loi sur... c'est vrai, il y a cette pesanteur sociologique, comme vous le dites, mais aujourd'hui, la compréhension de la loi passe avant cette pesanteur sociologique-là. Quand je prends par exemple les jeunes filles, des petites filles qui sont en âge qui sont à l'école, qui sont au collège, et avec la violence faite à ces femmes, à ces filles, tout ça, cette loi-là est comprise de tout le monde. C'est vrai que nous n'avons pas le même niveau de compréhension, mais nous savons déjà que c'est une loi qui protège la femme de façon générale, c'est-à-dire de la jeune fille jusqu'à la vieille, à l'âge adulte. À l'âge adulte. Donc c'est une loi qui protège la femme de façon générale. Et une loi qui protège la femme, peut-être que vous ne le pensez pas, c'est la même loi protège l'homme. Si la femme n'est pas protégée, l'homme ne sera pas protégé, parce que vous serez amené à la défendre. Donc quand vous avez une loi qui la protège, cette loi vous protège vous aussi, et la loi protège la nation, parce que c'est une couche très importante de la nation. Très bien. Parfait. Merci beaucoup, honorable Abou Torou. Nous sommes au terme de nos échanges à la faveur de Matin les politiques. Je vais vous laisser quand même le soin de vous adresser donc aux internautes, aux téléspectateurs, aux Béninois notamment, votre message de fin. Mon message de fin, c'est de garder espoir et de regarder vers l'avant et de regarder notre pays et de comprendre que nous ne pouvons pas parvenir au développement de notre pays sans faire de sacrifices. Et ce sacrifice-là doit être consenti par tout le monde. Et je crois qu'aujourd'hui, dans le sacrifice consenti, tout le monde consentit ce sacrifice-là. Et quand on parle de sacrifice, ça veut dire quelque part, c'est douloureux. Mais il faut se patienter. Et après la douleur, c'est le bonheur qui apparaîtra. Donc je dis à mes compatriotes que c'est dans ces difficultés-là, nous n'avons pas de ressources. Nous n'avons que nous-mêmes pour nous développer. Et avec les maigres ressources que nous avons. Et dans ça, nous serons obligés de pincer par-ci, par-là pour qu'on y arrive. Et quand on pince quelqu'un, vous ne pouvez pas lui dire de ne pas sentir la douleur. Mais cette douleur-là va passer et nous serons tous contents de notre pays et du niveau de développement de notre pays. Très bien. Merci beaucoup à vous, honorable Abou Torou. Vous êtes élu donc de la 9e législature, membre du parti politique l'Union progressiste Le Renouveau. Vous êtes d'ailleurs membre donc, du bureau politique de ce parti politique, administrateur des finances, élu de la 8e circonscription électorale. C'est bien cela, mesdames et messieurs. C'est fini pour nos échanges avec notre invité d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, on va se retrouver très incessamment sur Matin Libre Télévision, toujours avec donc des décryptages de faits marquants relevant de l'actualité, avec
toujours des citoyens du Bénin. Merci et à très bientôt.